Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. L'innovation technologique se met au service des populations en RDC. Ainsi, un frigo alimentaire à l'énergie solaire vient d'être mis sur le marché congolais afin d'améliorer la capacité de conservation des différents produits alimentaires frais. Le gouvernement français annonce son désir de réduire l'usage des pesticides de moitié d'ici à 2030. La première ministre Elisabeth Borne a présenté lundi dernier une nouvelle stratégie de réduction de ces pesticides afin d'atteindre cet objectif. Et puis, un sommet international sur les fonds marins se tient actuellement en Jamaïque. La conquête des minerais océaniques est au menu des échanges et détails dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce jour. Commençons ce journal par l'actualité nationale au Togo. Le gouvernement togolais avance dans son engagement dans la gérance des aires protégées. Ainsi, l'Office national de protection des aires protégées ONAP a été créé jeudi dernier dans le but de mettre en œuvre la politique forestière nationale en matière de gestion durable des parcs nationaux du pays. Irène Papazina nous en dit plus. Au Togo, les aires protégées seront désormais gérées par une structure autonome en vue d'un meilleur contrôle et exploitation. Le gouvernement a marqué jeudi 26 octobre un nouveau pas dans son engagement sur la question avec la création d'un office national des aires protégées ONAP. Cette nouvelle entité, conçue sous la forme d'un établissement public, est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'environnement et la tutelle du ministère de l'économie. La mission de l'ONAP est de mettre en place une politique forestière nationale en matière de gestion durable des parcs nationaux, des réserves de faune, des réserves de gestion des habitats et des espaces animaux, des zones de gestion des ressources naturelles et des jardins botaniques. Par ailleurs, il devra permettre un meilleur partage des projets et programmes d'appui au développement des populations riveraines et des aires protégées en vue de la protection du patrimoine vert togolais. Pour rappel, le Togo compte aujourd'hui 83 aires protégées, soit 14% de sa superficie. Une loi est en préparation en vue d'une meilleure gestion de ces espaces verts. Toujours au Togo, depuis le début de l'année, Lomé, la capitale togolaise, est confrontée à un phénomène d'inondation. Cette situation est due aux conséquences du changement climatique. Plusieurs quartiers de Lomé sont sous les eaux, créant des victimes et des sinistrés. Les autorités ont mis en place des stratégies pour pallier à ce problème, mais celles-ci semblent inefficaces. Ces inondations pourraient être expliquées par de nombreux autres facteurs que nous présente Alexandra Adekambi dans ce commentaire. La ville de Lomé est située sur une plaine côtière, ce qui la rend vulnérable aux inondations. Elle est également entourée de collines, ce qui empêche l'écoulement des eaux vers la mer. Les fortes précipitations pendant la saison des pluies, qui s'étend de juin à octobre. Ces précipitations peuvent provoquer des inondations, en particulier dans les zones basses de la ville. L'urbanisation rapide de Lomé a contribué à l'augmentation du risque d'inondation. La construction de bâtiments et d'infrastructures a réduit l'espace disponible pour l'écoulement des eaux. La pollution des eaux a également contribué au problème d'inondation à Lomé. Les cours d'eau et drains, ce qui empêche l'écoulement des eaux. Ces inondations ont des conséquences importantes pour la population, causant des dommages aux biens et aux infrastructures, et elles peuvent également entraîner des pertes humaines. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment la construction de drains pour permettre l'évacuation des eaux pluviales vers la végétalisation des zones urbaines, pour permettre d'absorber les eaux pluviales et de réduire le ruissellement. La sensibilisation de la population à la lutte contre les inondations est également importante. Elle doit être informée des risques d'inondation et des mesures à prendre pour se protéger. Cependant, ces mesures seules ne sont pas suffisantes pour résoudre définitivement le problème. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour améliorer la gestion des eaux pluviales à Lomé. Comme annoncé dans les titres, en République démocratique du Congo, un nouveau frigo fonctionnant à l'énergie solaire vient d'être mis sur le marché. Celui-ci pourra permettre aux commerçants de stocker leurs fruits et légumes et d'augmenter ainsi leur capacité de conservation des produits frais. Retrouvons Alexandra Adekambi.
Bonne nouvelle pour les commerçants de vivre en République démocratique du Congo. Le frigo solaire de la start-up française Coolbox est déjà sur le marché à Kinshasa pour faciliter la conservation des produits frais qui sont souvent jetés par manque de moyens de stockage. L'appareil est équipé de panneaux solaires et de batteries d'une autonomie de 3 jours ainsi que des ampoules LED et des ports USB pour la recharge des appareils électroniques. La solution est soutenue par Orange Énergie, la plateforme de la compagnie française de la télécommunication Orange, en charge de la promotion des innovations. Ce produit a été initialement conçu pour répondre à un besoin et permettre aux petits commerçants, aux familles, de conserver des denrées alimentaires et d'avoir de la lumière dans des zones hors réseau. Comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne où 550 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, la République démocratique du Congo RDC mise sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, pour accélérer l'électrification. En juin 2022, le fournisseur de solutions énergétiques BabyBoss a lancé conjointement avec Orange la construction d'une mini-centrale solaire hybride à Bajira. L'installation devait permettre non seulement l'alimentation de pylônes de la multinationale, mais également d'électrifier 150 000 personnes dans la province du Sud Kivu. Allons au nord de l'Afrique où la Commercial International Bank, par le biais de la Société financière internationale, a décidé d'investir 100 millions de dollars dans des obligations vertes au profit de l'Égypte. Ces fonds permettront de financer les projets qui concourent à la préservation de l'environnement. Irène Papadina nous en dit plus. Les projets environnementaux égyptiens bénéficieront d'une subvention de 100 millions de dollars. Ce fonds, débloqué par la Commercial International Bank, s'inscrit dans le cadre d'une obligation verte qui servira à financer des projets de préservation de l'environnement. Ceci à travers la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Selon l'Agence de notation sociale et environnementale internationale, Viego Iris, l'Égypte dispose d'un portefeuille total de projets verts éligibles de 1,9 milliard de dollars, dont environ 16% des énergies renouvelables, 19% de transport propre, 26% de gestion durable de l'eau et des eaux usées, 39% de la prévention contre la pollution. Ainsi, ces obligations peuvent lui permettre d'intégrer aisément le développement durable dans ses plans économiques et budgétaires. Pour rappel, cette initiative survient après l'émission en 2020 par l'Égypte des premières obligations vertes souveraines de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce pays d'Afrique du Nord, qui compte plus de 100 millions d'habitants, désormais s'engagera à travers ce mécanisme à renforcer ses investissements dans des projets verts plus respectueux de l'environnement. Hors de l'Afrique cette fois-ci, le gouvernement français assure vouloir accompagner la transition des utilisateurs de pesticides. En plus de 250 millions d'euros prévus à cet effet dans un projet de loi de finances 2024, de nouveaux crédits doivent être annoncés par la première ministre Elisabeth Borne. Cette nouvelle stratégie a été présentée lundi dernier devant les membres du Conseil national d'orientation stratégique. Rafit Soumbéreko. Le gouvernement français a présenté lundi dernier une nouvelle stratégie visant à réduire de moitié l'usage des pesticides à l'horizon 2030 par rapport à la période 2015-2017. Les grandes lignes de la nouvelle stratégie Ecophyto 2030 ont été dévoilées devant les membres du comité d'orientation stratégique et de suivi du plan Ecophyto 2+, qui inclut les représentants du monde agricole, des chercheurs et des associations. Ces derniers ont jusqu'à 30 novembre pour faire part de leurs remarques sur le test qui doit être publié début 2024. L'indication de référence est le nombre de doses d'unités NODU qui prend en compte les quantités de pesticides vendus et les surfaces traitées aux doses maximales homologuées. La France est passée d'un NODU de 82 en 2019 à 120,3 en 2018 avant de revenir à 85,7 en 2021. Selon l'objectif du gouvernement, il devrait descendre à environ 50 en 2030. Le gouvernement veut également accompagner la transition des utilisateurs de pesticides en renforçant notamment leur formation ou en aidant leur investissement dans le matériel favorisant les pratiques agroécologiques.
En ce sens, le gouvernement propose de se baser sur l'accélération du développement de solutions alternatives non chimiques et chimiques pour mieux se préparer au potentiel retrait de certaines substances actives, selon le communiqué du ministère de l'Agriculture. En plus des 250 millions d'euros déjà prévus à cet effet dans le projet de loi de finances 2024, des crédits dédiés à Ecophyto 2030 doivent être annoncés par la première ministre Elisabeth Borne. Allons dans les Caraïbes cette fois-ci. La course vers les minerais océaniques est au cœur d'un sommet international qui se tient en Jamaïque. Pendant 10 jours, les différents pays participants vont essayer de converger leurs idées afin d'aboutir à un consensus sur le mode d'exploitation des fonds marins. Suivant. La conquête des fonds marins se profile à l'horizon. Deux nouvelles négociations internationales sur l'exploitation des fonds marins se sont ouvertes le 30 octobre dernier et se poursuivront jusqu'au 8 novembre prochain en Jamaïque. Pendant 10 jours, les 168 pays membres de l'autorité internationale des fonds marins discuteront sur un enjeu majeur, celui de donner le feu vert aux compagnies pour aller labourer le plancher océanique et extraire ces minerais. Sur cette question, les grands acteurs sont divergents. La Chine, qui est discrète sur le dossier, se prépare à une possible ruée vers l'or sous-marine. En effet, l'Empire du Milieu détient aujourd'hui un quasi-monopole sur le marché des minerais et des terres rares. Il a racheté en moins de 20 ans des mines et métaux stratégiques partout sur la planète. Ces minéraux sont essentiellement composés de lithium, de cobalt, de nickel, de manganèse et de graphite. Selon le Centre d'études prospectives et d'information internationale, plus de 70% des matériaux qui sont contenus dans les batteries des véhicules électriques sont raffinés sur le territoire chinois. Pendant ce temps, plusieurs pays, à l'instar de la France, réclament un moratoire afin de préserver les terres sous-marines d'un désastre écologique. D'autres États insistent au contraire sur l'adoption de règles communes qui encadreraient et permettraient l'extraction des minerais. Le Canadien François Chartier, qui suit le dossier pour Greenpeace, encourage clairement la création d'un code minier. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les besoins de minerais et métaux critiques seront multipliés par 3,5 d'ici à 2030. À l'heure de la transition énergétique, la ruée vers l'or sous-marine est un défi ultra stratégique. Les voitures électriques, les panneaux solaires et éoliennes requièrent en effet une grande quantité de ces matériaux. Des décisions idoines sont alors attendues à l'issue de ce sommet sur l'état insulaire des Caraïbes pour contribuer à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Direction le pôle Nord cette fois-ci. Le grand nord de la Terre pourrait devenir un Eldorado agricole grâce au changement climatique. Ceci semble être une bonne nouvelle, mais représente plutôt une double menace pour ces zones inhospitalières aujourd'hui. Regardez. Le réchauffement climatique pourrait avoir un impact positif sur la zone glaciale du nord de la planète. En effet, certaines terres inhospitalières de nos jours seraient propices à l'agriculture d'ici une quarantaine d'années grâce au réchauffement climatique. D'après une étude menée par les chercheurs britanniques de l'Université d'Exeter en Angleterre, et dont les résultats ont été publiés le 19 octobre dernier dans la revue scientifique Current Biology, quelques 6,4 millions de kilomètres carrés de terres sauvages deviendront arables. Ceci semble être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas, car l'intégrité et la biodiversité de ces zones pourraient être détruites par une mise en culture. Cela représente une menace doublement inquiétante parce qu'au-delà de la menace de l'effondrement global de la biodiversité, un autre danger se profile à l'horizon, celui du stockage de carbone, car ces milieux contribuent à atténuer la concentration en CO2 de l'atmosphère. Les auteurs de l'étude affirment dans ce sens que ces zones sauvages aujourd'hui sont l'une des meilleures défenses dont dispose l'humanité contre le réchauffement climatique et ses effets négatifs. Ainsi, dans le scénario le plus pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement global, 2,7 millions de kilomètres carrés de terres sauvages, soit 7%, seraient sous la menace du développement de l'agriculture. Dans le scénario climatique intermédiaire, ce serait 1,85 million de kilomètres carrés de ces régions qui deviendront accessibles pour l'agriculture, soit 4,8% des terres sauvages situées hors de l'Antarctique. Terminons cette édition par la biodiversité. Il est considéré comme un animal archaïque survivant d'une faune disparue. Le taquin est un mammifère emblématique de l'Himalaya qui joue un rôle écologique et crucial. L'espèce a été refoulée dans les régions isolées où elle a pu survivre jusqu'à nos jours, mais elle reste mal connue par la population. Rafik Soumbereko nous amène à sa découverte. Regardez. Avec ses cornes regroupées sur le dessus de sa tête, le taquin est un mammifère herbivore ressemblant au gnou africain apparenté à la chèvre, d'où le nom chèvre-gnou. C'est un animal massif qui vit dans les forêts des montagnes de l'ouest de la Chine ou dans l'Himalaya.
Du nom scientifique, Bidorgas taxicolor, il mesure entre 1,110 et 2,20 mètres de long, de 1 à 1,30 de hauteur d'épaule et peut peser jusqu'à 350 kg. Il appartient à la famille de Bovidor et unique représentant du genre Bidorgas avec un régime alimentaire qui se compose de feuilles, d'herbes, de graminées, de bourgeons et de jeunes pousses. Il résiste au froid grâce à ses poils imperméables. C'est un animal emblématique qui joue un rôle écologique crucial et occupe une place significative dans la culture locale. Sa biologie, son comportement et les légendes qui l'entourent sont fascinants. Toutefois, face aux défis culturels, la compréhension et la conservation du taquin sont essentielles pour maintenir l'équilibre de son habitat et valoriser son héritage culturel. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.